Avant de commencer, je voudrais en préalable remercier Irène Jourdeuil et Fabienne Audebrandt qui m'ont généreusement communiqué leurs fiches d'inventaire et toutes les photos sans lesquelles je n'aurais pas pu faire cette communication. L'ordonnance royale du 28 juin 1843, qui consacre la chapelle de Dreux à la sépulture des Orléans, qui a été maintes fois citée hier, fixe en même temps l'organisation du fonctionnement de la chapelle. Un chapitre est fondé, composé de 4 aumôniers et d'un doyen, qui sont chargés de desservir en permanence la chapelle, et un conseil d'administration est chargé de régler les affaires temporelles. Précédemment, une rente de 3 000 francs avait été instituée par la duchesse douairière pour le traitement de 2 chapelains, et c'est désormais une rente de 22 000 francs que prévoit l'ordonnance de 1843, donc un fonctionnement beaucoup plus généreux pour les besoins du service de la chapelle. C'est l'abbé Guillon qui est nommé doyen des aumôniers. Il était évêque de Maroc. On l'a dit hier, il avait été confesseur de la princesse de Lamballe et il était surtout l'aumônier de Marie-Amélie. Et 4 aumôniers, 4 abbés sont nommés à ses côtés. En vue du conseil d'administration, donc chargé des affaires temporelles, du 30 novembre 1843, donc le premier qui se tient après cette ordonnance, le doyen et ses aumôniers dressent un état des ornements, vases sacrés, existant à la chapelle de Dreux au 12 novembre 1843. Pour dresser cet inventaire, il s'appuie sur un précédent inventaire qui avait déjà été dressé en juillet 1840 par le régisseur de Dreux, d'Autremont, et ils peuvent ainsi comparer, collationner les 2 inventaires. Donc, certains des éléments du premier inventaire, donc de 1840 ou 43, les 2 se superposent, sont encore conservés et on les distingue assez facilement car ils portent le chiffre DO et une couronne princière. Alors ce chiffre DO est généralement déchiffré comme duc d'Orléans, ce qui me laisse un petit peu dubitatif, qui restera peut-être à confirmer puisque en général on a plutôt, quand il s'agit de Louis-Philippe, duc d'Orléans, le chiffre LPO que ce chiffre DO. Donc là, on a l'exemple de chandeliers de catafalques qui sont justement des exemples de ces pièces déjà existantes au moment de cette ordonnance royale. Donc 53 des 54 chandeliers à souche sont conservés et on les retrouve dans l'inventaire de 1847. Cet inventaire, dressé en août 1847, conservé dans les archives de la Maison d'Orléans, je m'y référerai tout le temps. Il a été hier déjà utilisé pour le mobilier du pavillon du roi, enfin pour les résidences, et il comprend bien sûr également un inventaire de la chapelle. Et les numéros d'inventaire de cet inventaire de 47 sont parfois reportés sur les pièces notamment de bronze. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, mais à droite du chiffre DO, on devine, je ne sais pas si je peux utiliser une flèche, ici, là, on voit ma flèche ? Non, il y a un petit bip, mais on n'a pas. Il y avait hier une petite, bon, enfin peu importe. Donc à droite du chiffre DO, on a le numéro 2384 qui est gravé sur les chandeliers et qui correspond bien à cet inventaire de 1847. Donc avant les livraisons qui seront faites à la suite de ce conseil d'administration en 1844, les cérémonies, donc les funérailles de Marie d'Orléans, du duc d'Orléans ou même encore la messe du bout de l'an de juillet 1843 ont été célébrées soit avec ce mobilier existant alors inventorié, soit comme l'expose d'Autremont, avec des tentures, un catafalque, des lampes, des trépieds et autres ustensiles qui étaient apportés de Paris par chariot, donc un fonctionnement très lourd. J'avais rapporté la gravure de François Grenier des pompes funèbres de Ferdinand d'Orléans que vous avez vues hier en 1842. Donc tout cela, il faut l'imaginer, est venu de Paris. Outre cet inventaire de l'existant, le doyen et les aumôniers remettent, en novembre 1843 toujours,
un état des ornements, habits sacerdotaux et autres objets qu'ils jugent indispensables pour le service de la chapelle. Lorsque le conseil d'administration se réunit, il élague de façon assez drastique cette dernière liste. Là, par exemple, où Monseigneur Guillon préconise un ostensoir en vermeil, le conseil réduit à un ostensoir en argent. Et finalement, on se rend compte que lors des livraisons, on sera plutôt plus généreux que les préconisations assez à l'économie de ce conseil d'administration. Par exemple, pour cet ostensoir, certes, il n'est pas en vermeil comme l'aurait souhaité l'abbé Guillon, mais ce sera un ostensoir en argent à rayons en vermeil. De même, les ciboires en vermeil seront non pas des ciboires en argent, mais des ciboires... Enfin, à chaque fois, il y a un compromis ou même parfois quelques ajouts par rapport à ces listes. Donc, on voit que dans les dernières décisions qui ont été prises à Paris, on a plutôt tranché pour une interprétation assez généreuse de ces préconisations sévères du conseil d'administration. Le processus suit ensuite le cours habituel aux résidences du domaine privé. Donc, sur place, le régisseur, que j'ai déjà cité, Jean-Alexandre d'Autremont, sert de correspondant à l'administration centrale qui est située au Palais Royal, à savoir Pala, qui est directeur des dépenses. À partir de ces listes établies d'une part par le clergé et d'autre part par le conseil d'administration, Pala fait établir des chiffrages à partir des devis des fournisseurs. Il prévoit 2 options de prix selon le choix de la richesse souhaitée pour ces achats. La première série de prix, pour des objets dits de qualité ordinaire, donne un total de 16 244 francs, et la seconde, pour des objets d'un meilleur choix, un total de 19 871 francs. Et c'est à la reine Marie-Amélie, à laquelle est soumise cette alternative, qu'il revient de trancher. Et on notera que si Louis-Philippe a décidé de tout, on l'a vu jusque-là dans les communications, que ce soit pour le décor, l'architecture, pour ce qui relève plus spécifiquement de la sphère de la piété, la reine Marie-Amélie est sollicitée et ses préconisations suivies. En effet, elle tranche avec une certaine sagesse de bonne ménagère pour la solution la plus coûteuse, afin, dit-elle, qu'on puisse se procurer des objets mieux établis et d'une plus longue durée. Donc, je traiterai tout d'abord de l'orfèvrerie et ensuite du mobilier. Pour l'orfèvrerie et la paramantique, qui ne relèvent pas de mon sujet, on s'adresse à la maison Guibout Frères, qui est installée rue au Fer, à l'actuelle rue Berger, à l'enseigne à la Chaise d'Or, et qui a le brevet de brodeur du mobilier de la couronne, mais qui n'est pas une maison très souvent sollicitée néanmoins par le garde-meuble. Quelle est véritablement, donc, quelle est cette maison Guibout Frères ? Le père, Jean-Baptiste Pascal Guibout, avait racheté une maison très importante sous le Premier Empire et au début de la Restauration, qui était la maison d'Allemagne et qu'il rachète donc en 1823. Puis il cède la direction de la maison à ses 2 fils associés en 1837, Jules et Eugène, Jules ayant le titre de directeur. Donc s'il est assez logique de s'adresser à cette maison Guibout, qui est donc une fabrique de passementerie et de broderie pour les ornements d'église, il est plus inhabituel de leur commander également de l'orfèvrerie et du mobilier pour lesquels ils ne peuvent faire appel qu'à des sous-traitants. Et si on a bien l'habitude, par exemple, dans le domaine du mobilier, de voir les tapissiers servir ainsi les commandes et de sous-traiter un tapissier, il l'est beaucoup moins pour ces commandes d'orfèvrerie. C'est quelque chose que je n'avais pas vu jusque-là. Les descriptifs assez succincts et surtout les prix du mémoire de Guibout sont repris dans cet inventaire donc, que je mentionnais de 1847. Et grâce à cette confrontation, on réussit à identifier une grande partie des pièces livrées en 1844 parmi celles aujourd'hui conservées. Ces pièces sont frappées de la couronne royale, que vous voyez sur le détail de droite,
et gravé de l'inscription Dreux. Donc à la différence des pièces qui existaient déjà en 1843, qui avaient la couronne princière et le chiffre des hauts. Lorsque le poinçon peut être identifié sur ces pièces d'orfèvrerie, il s'agit toujours de celui d'Alexis Renaud, auquel il est donc clair que Guibout a sous-traité. Alexis Renaud est un orfèvre spécialisé dans l'orfèvrerie d'église qui succède en 1831 à Louis Locke. Il fait insculper un premier poinçon, puis qui est donc Renaud en toutes lettres avec une étoile et une balance, puis en 1836, suite à sa détérioration, un second poinçon qui sera biffé en 1847 lorsqu'il se retire au profit d'Hippolyte Puch. Il semble avoir travaillé régulièrement pour le garde-meuble, mais toujours en sous-traitance. Ainsi, par exemple, on peut mentionner des statuettes reliquaires qui sont conservées au trésor de la cathédrale d'Angers, qui sont datées de 1838, qui portent le poinçon de Renaud, mais qui portent également, et surtout, bien visible, une étiquette de l'orfèvre Fameuchon, qui était orfèvre du garde-meuble de la couronne. Donc là encore, un exemple de sous-traitance, néanmoins au profit d'un orfèvre et non d'un passementier. Donc des pièces assez nombreuses d'orfèvrerie qui sont alors livrées, comme 2 ciboires, un plus riche que vous avez sous les yeux pour le maître-autel du chœur et un moins riche qui est décrit avec une coupe simple qui correspond effectivement très bien à cette coupe pourvue de décor qui est destinée à l'autel, décrit comme étant destiné à l'autel du caveau. Donc des pièces en argent, quelques pièces sont en vermeil, comme ces burettes et leur plateau. Et il faut noter d'ailleurs qu'il n'y avait pas de burettes dans la liste sévère du conseil d'administration, mais même pas dans la liste des souhaits de l'abbé Guillon de 1843, peut-être parce qu'il existait déjà une paire de burettes en argent qui semblait suffisante. Donc, néanmoins, finalement, des burettes d'un modèle assez riche en vermeil sont livrées à ce moment-là et on y voit, vous arrivez peut-être à deviner je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais sur le détail de droite, vous avez le poinçon à la Minerve d'une part, mais le poinçon losangique où on lit bien A. Renaud en toutes lettres de cet orfèvre, donc Alexis Renaud. Cet orfèvre semble avoir bénéficié d'un intérêt particulier de la reine, puisque, qui, je le répète, joue un rôle assez notable dans ce choix des pièces d'orfèvrerie, puisqu'il y a au musée d'art sacré de Notre-Dame de Fourvière un ostensoir d'Alexis Renaud offert par la reine Marie-Amélie. Alors, l'ostensoir de Dreux, qui est en argent et argent doré pour les rayons, n'est pas, enfin, il faudrait peut-être le revoir et le démonter, mais ne semble pas porter de poinçon. En revanche, il est évident qu'on peut lui attribuer cet ostensoir. Vous voyez que je vous ai mis en comparaison un autre ostensoir du même orfèvre, conservé en Ille-et-Vilaine, qui est exactement identique et qui corrobore cette attribution. D'autres pièces donc, sont simplement en argent, comme ce calice et sa patène pour le service ordinaire. Et on fait également, parfois, on restaure ou on améliore, on enrichit des pièces existantes. C'est le cas de cette aiguère et de ce bassin qui avaient été inventoriés dans le fonds initial de la chapelle en argent et dit alors en bon état. Et donc, plutôt que d'en commander une nouvelle, on choisit de la redorer par le procédé Ruholtz, disent les archives, pour 150 francs. On ne sait pas si c'est à Christophe que l'on a demandé cette dorure par électrolyse. C'est assez probable puisque c'est lui qui avait racheté ses droits en 1842.
Donc, dans l'inventaire de 1847, d'ailleurs, la formulation est assez intéressante. L'aiguière en argent, on décrit une aiguière en argent et sa cuvette vermeillée, donc le tout estimé 500 francs. Et vous voyez que ces pièces portent encore le chiffre DO, et donc du fonds initial, et le poinçon de Genu. Alors ça, c'est assez intéressant à souligner parce que Genu, qui est un collaborateur habituel de Biennet, est mort en avril 1810 et donc que ces pièces sont très précoces et qu'il serait intéressant d'en suivre le cheminement jusqu'à Dreux. Donc, à côté de ces pièces en argent ou argent doré, donc assez riches, sont livrées des pièces plus modestes en cuivre argenté par Guibout, comme ces bénitiers, ces seaux, ces navettes, qui sont d'ailleurs qui sont à la fois des pièces nouvelles livrées en 1844, mêlées à des pièces du fonds antérieur. Pour les garnitures d'autel, donc chandelier et Christ et croix, on fait également le choix du cuivre argenté. Alors, cette idée de cuivre argenté est probablement cette couleur argent plutôt que le choix de la couleur or, peut-être lié à la fonction funéraire de cette chapelle. Quant au cuivre argenté plutôt que de l'argent, c'est évidemment un choix économique. Alors, il est assez difficile de distinguer toutes ces garnitures d'autel. Guibout en livre une, composée de 6 chandeliers d'une croix, mais qu'il est assez difficile de repérer en l'absence de descriptifs détaillés. Donc, ce pourrait être celle du maître-autel que vous avez ici sous les yeux. La chapelle de la Vierge, je vous montre ici cette aquarelle de Ricois de l'album de dessin de la reine Marie-Amélie, était également pourvue d'une chapelle, d'une garniture d'autel en cuivre argenté. Vous voyez ici un prêtre de dos avec sa chasuble noire brodée d'une croix d'argent, officiant devant un autel garni effectivement d'une telle garniture. À côté de ces livraisons payées par le domaine privé, d'autres sont payées sur les fonds de la liste civile et les livraisons s'en trouvent donc dans le fonds O4. Cette porosité entre domaine privé et domaine royal est assez usuelle en réalité. On l'observe dans d'autres cas, par exemple à Neuilly, où on peut avoir aussi des meubles livrés sur les fonds de la liste civile, donc ce n'est pas absolument unique. Donc sur les fonds de la liste civile, donc, on trouve en effet livraison des garnitures de 2 autels, ceux dédiés à Saint-Arnoux et Sainte-Adélaïde, et qui sont exécutés par, cette fois-ci, une maison qui est un fournisseur très habituel du mobilier de la couronne, la maison Chaumont et Marquis. Et il livre donc 12 flambeaux, modèle triangle, pied triangle à 3 consoles, balustre à ornements et chapiteaux, cuvette à gaudron, et 2 Christ donc pour ces 2 autels. Mais il paraît un peu compliqué de les reconnaître, à vrai dire, dans les garnitures aujourd'hui présentes sur ces 2 autels. Il est probable que les 8 candélabres en fonte que vous avez ici sous les yeux ont été également achetés sur les fonds de la liste civile, même si l'achat n'a pas pu être retrouvé pour le moment. Il pourrait s'agir de la même maison Chaumont et Marquis, puisqu'on sait qu'il s'était fait une spécialité de luminaires enrichis de lampes Carcel. On sait que ces luminaires ont été livrés par la liste civile, puisque D'Autremont les évoque dans sa correspondance. Il évoque en décembre 1847 le remplacement des mouvements des lampes Carcel et l'ajout de souches à ces 8 candélabres à 12 branches pour, dit-il, économiser la bougie qui ainsi brûlera entièrement et moins vite, plus à l'abri de l'air. On voit toujours ce souci d'économie. Donc, des pièces d'orfèvrerie qui sont livrées donc à la fois par la liste civile et le domaine privé.
On pourra noter en première conclusion de cette partie que les choix restent stylistiquement extrêmement classiques. On aurait pu imaginer, après tout, comme pour le décor, un recours au style néo-gothique qui est déjà présent en ces années 1844-45. On le voit à l'exposition des produits de l'industrie de 1844, où on a des pièces néo-gothiques de Wilhelm Sens ou de Léon Caillé. Et Marie-Amélie elle-même offre au pape un ostensoir de Froment-Meurice de style plutôt néo-renaissance. Donc là, en revanche, on reste dans un style très classique. Pour le mobilier, on va avoir cette même dualité entre domaine privé et liste civile. Pour le mobilier acheté sur les fonds du domaine privé, on fait appel à un ébéniste du faubourg Saint-Antoine, chevalier, assez méconnu, même s'il avait fourni des sièges en 1838. Pour l'évêque, il livre un grand bois de fauteuil pour être doré avec fronton surmonté d'une croix et 2 bois de tabouret. Les sièges sont dorés par le doreur Powell Zimmermann, qui est régulièrement, lui, sollicité dans le garde-meuble dans ces années. Et son mémoire est assez précis. Un fauteuil de représentation, pieds et accotoirs tournés, grand dossier avec fronton sculpté surmonté d'une croix, les pieds tournés avec balustre formant croisillon, le dit doré bruni et mat. Donc quelque chose d'assez prestigieux. Et un troisième intervenant, et là, à la différence de Guibout qui sous-traitait, là les artisans sont sollicités chacun séparément, c'est le tapissier Simon qui couvre ce fauteuil, qu'il décrit de style Louis XIII. Il le couvre en velours d'Utrecht uni cramoisi, galon et franges or, faux clous dorés, avec des housses. Ça, je crois que Noémie Vansart parlera des textiles, donc je ne m'attarde pas, mais ces sièges qui sont livrés généralement garnis en velours cramoisi sont systématiquement accompagnés de housses en velours d'Utrecht noir, très riches, à galons et franges d'argent, là en l'occurrence, ou parfois moins riches, mais évidemment destinés aux cérémonies funéraires. Pour la famille royale sont prévues 12 chaises en noyer verni, et on retrouve ce principe d'économie qu'on avait vu pour les guerres de l'orfèvrerie. 6 sont neuves et livrées par chevalier, mais 6 sont issues du fonds ancien, du fonds déjà présent, et elles sont simplement donc regarnies par le tapissier. De même, les prie-dieux, en noyer également, proviennent du fonds existant et sont simplement dégarnis et regarnis par Simon. Une autre partie du mobilier est achetée sur les fonds de la liste civile. Et là, on fait appel à la prestigieuse maison Jacob des Maltaires, donc en l'occurrence à Alphonse Jacob des Maltaires, qui est à le titre d'ébéniste, de menuisier ébéniste du roi, qui est installé rue des Vignes-Négriers, et il va livrer au total 163 chaises, dont 159 d'ailleurs sont conservées, 33 prie-dieux et un fauteuil, pour un total de 5 125 francs. Donc une importante commande à Jacob. Les chaises que vous avez sous les yeux sont tout à fait conformes à la description de Jacob, en chêne verni, carré, à croix et croisillon, moulure sur le dossier, fond plat sur la face et la ceinture, patère devant et derrière le croisillon, pied de devant tourné et pied arrière à revers. Elles sont garnies par le tapissier Fraisse, un autre fournisseur habituel du garde-meuble, et qui utilise un velours cramoisi qui lui est fourni par les magasins du garde-meuble. Et le mémoire du tapissier a l'avantage de nous fournir la répartition de ces 163 chaises, un nombre un peu inhabituel, dans l'édifice. 60 chaises sont destinées, je cite, à la croix, donc placées sous la coupole, 40 aux tribunes du rez-de-chaussée, 20 à la tribune haute, 16 aux chapelles latérales et 3 à la chapelle de la Vierge dans la crypte. Du même modèle, et avec exactement les mêmes intervenants, à savoir Jacob et Fraisse, des prie-dieux d'une série de 33. Donc on retrouve ce modèle à croisillon et croix du dossier ajouré. Et là encore, le mémoire de Fraisse nous apprend que 30 prie-dieux étaient placés dans ce qu'il appelle donc la croix, et 3
complétaient les 3 chaises dans la chapelle de la Vierge. Et ils sont accompagnés évidemment à chaque fois de housses pour les cérémonies de deuil. Un fauteuil en chêne verni est destiné au cœur de la chapelle. Vous l'avez peut-être aperçu hier en entrant au cocktail. Il est décrit dans le mémoire de Jacob à console sculptée, à côtoir à manchette, avec fronton sculpté surmonté d'une croix qui a aujourd'hui disparu, mais vous voyez que je vous ai mis le fauteuil dans sa housse et qui vous permet d'imaginer le profil, le fantôme de la croix aujourd'hui disparue. Enfin, au même Jacob est mentionné, et ce sera la dernière commande de mobilier que j'évoquerai, le buffet de l'orgue. Alors je n'évoque évidemment pas l'orgue de Cavaillé-Coll qui va nous être bien détaillé dans une communication ultérieure, mais il faut mentionner quand même le buffet qui est commandé donc à Alphonse Jacob à l'exposition des produits de l'industrie de 1844. Et Jacob Desmalter le décrit dans son mémoire, et son mémoire correspond vraiment à ce que nous pouvons voir. Il est donc composé de 3 tourelles avec base, culot, pilastre, couronnement avec galeries découpées et sculptées dans toute l'étendue de la façade, à l'intérieur et sur les côtés, des armoires, niches et stalles d'organisme, le tout en beau bois de chêne de Hollande poli et ciré. Donc, Jacob en demandait 6 889 francs et cette somme est assez sévèrement réduite, plus qu'il n'est habituel, à 5 680 francs. Donc un buffet d'orgue tout à fait exceptionnel qui est livré par Jacob. Alors, donc dans l'ensemble, on arrive assez bien à identifier à partir des mémoires et des inventaires les œuvres conservées. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Je voulais juste mentionner, par exemple, ces banquettes. Ces banquettes, en réalité, qui résultent de la transformation par le menuisier Gauthier en 1863, donc après la fin de la monarchie de Juillet, des agenouilloirs dont il récupère les agenouilloirs en velours rouge et qui forment ici le siège de ces 2 grandes banquettes de plus de 4 mètres de longueur pour garnir donc les bas-côtés. Donc, mais dans l'ensemble, assez peu de transformations, bon, quelques pièces manquantes comme la croix du dossier que je vous ai cité, mais les pièces sont assez bien conservées et tout à fait conformes aux inventaires. Donc pour conclure, je voudrais juste finir en remettant un petit peu, en contextualisant un peu ces commandes dans les commandes pour les chapelles sous la monarchie de Juillet. Donc je vous montre ici deux aquarelles, l'une qui montre la chapelle de la Compassion qui est conservée toujours dans ce même album de la reine Marie-Amélie qui est conservé à Chantilly, et l'autre qui montre la chapelle 2 qui est conservée dans l'album offert à la reine Victoria. Et vous voyez qu'on a quand même des ameublements assez similaires qui sont généralement livrés par Jacob. Et évidemment, la comparaison la plus pertinente est avec la chapelle de la Compassion, qui est absolument contemporaine. Et alors, à Neuilly, à la chapelle de la Compassion, il y avait le prie-dieu destiné qui était devant le maître-autel était très, très riche, avec un décor de rosaces ajourées. Il a d'ailleurs il est conservé en bois, il a été exposé à l'exposition de Montauban sur le duc d'Orléans. Mais les autres sièges plus courants que vous avez ici sous les yeux, dont certains d'ailleurs sont conservés ici même à Dreux dans les réserves, sont d'un modèle finalement plutôt plus simple que celui de Dreux.
et la comparaison est plutôt à l'avantage de Dreux. Donc, on remarquera aussi qu'à Neuilly, on a fait le choix d'un mobilier, donc le mobilier livré aussi par Alphonse Jacob, à peu près à la même date que celui de Dreux, d'un mobilier en bois noir, garni en noir, et non de ce système assez qui permettait cette dualité de cérémonie de housse qui pouvait transformer tous ces sièges en sièges plus conformes aux messes obituaires. Et vous voyez que le modèle est également plus riche avec cette croix qui vient enrichir le croisillon du dossier. Donc un mobilier assez raffiné, surtout en ce qui concerne les livraisons de Jacob, mais pas seulement. Vous avez vu la pièce, le fauteuil destiné à l'évêque, qui est également très riche, livré par cet ébéniste chevalier, et un ensemble d'orfèvrerie également tout à fait intéressant qui est livré donc pour cette chapelle de Dreux. Je vous remercie.